Bon, aujourd'hui, je reçois Béatrice Bourges. Elle est très discrète. Mais pourtant, elle a joué un rôle très important. Je vais essayer de l'en faire parler parce qu'elle est très timide et elle veut ménager la chèvre et le chou. C'est parce que vous êtes catho. Je suis catho, hein. Voilà. Je suis catho. Mais c'est pas pour ça que je veux ménager la chèvre et le chou, parce qu'en fait, je n'aime pas ménager la chèvre et le chou. Mais vous préférez ménager la chèvre ou le chou? Les deux. Aucun. Voilà. Et donc, elle veut pas se dévoiler, mais donc je vais la torturer. J'ai amené une chèvre pour lui lécher les pieds. Le truc, c'est qu'en fait, on ne peut pas forcément me faire parler sous la torture. On va faire un petit test. Elle a essayé de me faire dire des choses, mais elle n'est pas arrivée. En fait, elle a joué un rôle très important dans le débat intellectuel français, débat moral et conservateur d'ailleurs, des années 2010. Et elle a notamment fondé le Printemps français. Et c'est pour ça, elle m'a demandé pourquoi je viens sur la chaîne du Courrier des Stratèges. Je veux dire, c'est parce qu'en fait, les gens, les lecteurs du Courrier des Stratèges s'intéressent à l'histoire des idées contemporaines, parce que s'il y a bien quelque chose dans laquelle nous sommes perdus, c'est l'histoire des idées. On ne sait plus pourquoi les gens qui étaient d'accord dans les années 2010 se sont fracturés dans les années 2020. Donc on essaye de reconstituer petit à petit, au fil des invités, les chevaux de cette histoire des idées. Vous avez créé, Béatrice, le Printemps français. Alors on va commencer comme ça fait rire. Oui, ça me fait rire parce que d'abord ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Puis des souvenirs de jeunesse. Oui, des souvenirs de jeunesse, on peut dire ça comme ça. Donc pourquoi non, moins, mais enfin en fait oui, dans le cœur, allez, on dit ça. Hein, on dit que ce qui est important c'est d'avoir l'esprit et le cœur jeunes. Donc là-dessus c'est intact, ça c'est certain. Alors, l'histoire du Printemps français. C'est quoi le Printemps français? Parce que les gens, d'abord, c'est discret, comme il y a le Printemps républicain d'un côté, et il y a le Printemps français de l'autre. Oui, alors je ne sais pas si c'est l'un à opposer à l'autre, je ne pense pas. C'est quoi? C'était né en mars 2014, et donc on va venir un peu, en effet, à toutes ces histoires, l'histoire des idées. Mais ça me plaît beaucoup comme introduction, en fait, parce que je trouve, en effet, qu'il se met en place un grand mouvement qui s'appelle, enfin une volonté en tout cas, de ceux qui sont mes adversaires, donc je ne ménage pas la chèvre et le chou, jamais, qui sont mes adversaires, qui sont d'ailleurs les vôtres aussi, qui sont ceux qui veulent créer un nouvel ordre mondial et transhumaniste, etc., etc. On pourra peut-être en parler. Pour créer ça, il a fallu mettre en place des choses, comme un espèce de patchwork. Il y a eu énormément de choses, dont ce dont on va parler, et donc c'est pour ça que je mets un peu en introduction pour expliquer pourquoi le Printemps français, qui est une émanation de la Manif pour tous, moi j'ai toujours dit la Manif pour tous c'est le vaisseau amiral, et ce que j'aurais aimé c'est que le Printemps français ce soit des espèces de satellites de ce vaisseau qui prennent le pouvoir à contre-pied. Parce que moi je pense que ce qui est très important, c'est de prendre le pouvoir à contre-pied, c'est-à-dire que ne pas être dans une opposition ni contrôlée ni suscitée, mais une véritable opposition, et donc nous mener à aller là où on ne nous attend pas. Parce que finalement ce qui est assez classique, c'est le gros mouvement, on le voit bien d'ailleurs en ce moment avec les syndicats, là je dirais que là on est vraiment dans l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait on va nous amuser d'abord d'un côté pour éventuellement d'ailleurs mettre des choses beaucoup plus graves de l'autre, et ça on pourrait d'ailleurs reparler du Covid avec l'histoire des lois bioéthiques, etc., qui sont encore plus graves et qui sont passées pendant ce temps dans l'histoire du clonage, etc., etc. J'espère pas être trop décousu, mais en tout cas le Printemps français est né de la Manif pour tous, parce que pour moi l'idée c'était que on avait un gros mouvement qui était énorme, on avait réussi à soulever une masse populaire, mais finalement on était trop obéissant. Voilà, donc là je dis le mot désobéissance. Qui disait trop obéissant? Ça vient d'où cette idée que... Trop obéissant, c'est-à-dire qu'en fait on nous disait, vous avez... Le gouvernement, le pouvoir, à l'époque c'était Manuel Valls d'ailleurs, et le préfet de Paris, qui disait, eh bien vous avez le droit d'aller manifester, mais vous allez manifester, puis à 18h, vous êtes bien gentil, vous pliez les gaules et vous partez.
Et il y a un moment donné où ça va bien tout ça, je trouve. Donc moi, j'étais plutôt pour, non, en fait, on ne va pas partir à 18h. Il y a une grande manifestation qui s'est passée au mois de mars, et au mois de mars, des gens souhaitaient aller un peu plus loin. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. C'était que j'étais dans la non-violence, et ça c'est important pour moi de le dire, mais j'étais dans une non-violence parce que je pense qu'avec la non-violence, on peut obtenir énormément de choses. Si on est dans la désobéissance en même temps. Bon, alors vous m'arrangez pas parce que je vais encore être convoqué par la police. Ils vont encore trouver un journaliste bidon pour porter plainte contre moi et me coller une affaire. Je vais encore c'est vous, mais là c'est pas vous. Mais parce que vous êtes aussi pour la désobéissance. C'est moi qu'on va venir chercher, c'est pas vous. Béatrice, oui, mais je suis l'éditeur responsable. Moi, j'ai une grande règle. J'ai dit qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Donc je ne m'exprime jamais sur le sujet. Je dis qu'il faut être non violent et légal. Oui, on peut. Oui, en fait, non, mais on peut être dans la légalité, mais désobéir quand même. Bon. Se dire, voilà, on peut. Donc, vous dites aux cathos qui sont contre le mariage gay, et quelques autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des cathos, vous leur dites qu'il faut désobéir. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous créez le printemps français en disant non, mais je dis pas c'est le mouvement de la désobéissance. En fait, je dis il y a un moment donné où si on veut obtenir satisfaction, il faut aller un peu plus loin, parce que sinon on est dans l'opposition contrôlée, c'est-à-dire que avoir 1 million de personnes dans la rue, puisque François Hollande a reconnu dans un bouquin d'ailleurs qu'on avait été 1 million de personnes dans la rue, avoir 1 million de personnes dans la rue qui vont être ultra sages et et terminer à 6h-5 quand on leur demande de terminer à 6h. Voilà, c'est des gens qui sont gentils, ils animent un peu Paris qui est un peu mort le dimanche après-midi. Non, mais c'est surtout ça, être catho, non ? Être catho, c'est être un peu mort, c'est être hyper vivant. On en parlera après, on en parlera. Non. Voilà, la preuve que non. La preuve que, par les actes, la preuve que non. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'idée en fait c'était de... Comment ont réagi les autres composantes du mouvement, je ne sais pas comment on l'appelle, parce que moi j'ai suivi ça de l'extérieur essentiellement. Alors je précise pour les lecteurs qui vont m'engueuler, parce qu'il y a plein de cathos qui regardent le Courrier des Stratèges et qui pensent tous que je suis luciférien et sataniste. Donc je leur fais quand même un coucou pour leur dire que je suis en même temps tolérant. Moi j'ai toujours dit aux cathos, mais le mariage gay, c'est une très grande chance pour l'Église, parce qu'en fait, lorsqu'une femme voudra un mariage de princesse, maintenant elle ira à l'église. Parce que le mariage gay est une forme de banalisation du mariage. Et le mariage fait quand même rêver beaucoup de gens. Ça se voit d'ailleurs, la courbe est en chute libre. Donc c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de gens. On est bien d'accord avec ça. C'est pas fait le marketing des trucs. Bon bref, j'arrête de vous taquiner. Donc lorsque la manif pour tous découvre que Béatrice Bourges promeut le printemps français, c'est-à-dire la désobéissance civile, c'est quoi la réaction ? Non, mais c'est pas juste d'ailleurs la désobéissance civile. C'était voilà. C'était quoi d'autre ? C'était des petits mouvements un peu comme ça. Il y a eu de ça son nez veilleur, de ça son nez. Enfin voilà, il y a eu plein de... En fait, l'idée c'était de dire un gros bloc monolithique, si ça marche pas, quand on voit que une guerre ne marche pas d'une certaine façon, on change un peu sa façon de faire. Donc l'idée, c'était pas d'être violent encore une fois, mais c'était de changer un peu la façon de faire pour être dans la déstabilisation. Parce qu'au départ, le pouvoir était dans la déstabilisation, parce que ne s'attendait justement pas du tout à ce qu'il y ait ce gros mouvement, voilà. Mais au bout d'un moment, c'est devenu, oui, on a le mariage pour tous dans 5 semaines. Ils vont se retrouver entre telle heure et telle heure. Ils ont un service d'ordre qui est très bien fait d'ailleurs, parce que c'était super bien organisé. Tout est parfait. Et puis, on les retrouvera 5 semaines après avec leurs chars, leurs danses, etc. Et moi, je dis, en fait, le mariage pour tous, la manif pour tous, c'est un vecteur, c'est un moyen de quoi ? C'est pas une fin en soi. Et finalement, je trouvais que ça finissait par devenir une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de monde. Non. Moi, ce qu'il faut, c'est que la loi ne passe pas.
Voilà. À partir du moment où une stratégie ne fonctionne pas dans un sens, eh ben, il faut changer de stratégie, mais rester dans la non-violence. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Après, je disais aussi que le printemps français, c'était plus un état d'esprit. Il n'y avait pas d'organisation derrière le printemps français, en fait. C'était un état d'esprit. C'était un état d'esprit qui disait qu'il refusait l'ordre dans lequel on voulait, le chemin qu'on voulait nous faire prendre, parce que derrière le mariage pour tous, c'est pas tant le mariage pour tous, en fait. C'était derrière, il y avait l'adoption. Derrière, moi, j'ai écrit un bouquin en 2006 sur ce sujet qui s'appelait l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça. 2006, donc ça date bien avant. Où, en fait, je vais même vous dire, j'avais derrière ça vu aussi ce qu'on appelle ce qu'on avait appelé à l'époque la deep ecology, c'est-à-dire tout ce mécanisme qui est en train de se mettre en route et qui aujourd'hui est bien avancé pour nous mener vers ce nouvel homme, cet homme nouveau, créé par l'homme en quelque sorte. C'est là que peut arriver mon côté catho, qui est de dire, eh bien non, pour moi, l'homme ne doit pas être créé par l'homme. Parce que l'homme a été créé par Dieu, et donc l'homme qui veut remplacer Dieu, moi, c'est pas la société que je veux. Voilà. Et donc, je veux pouvoir affirmer que pour moi, non, Dieu ne doit pas être remplacé par l'homme. Et que le problème, c'est qu'en fait, on va tous en porter le poids. Parce qu'on peut dire, non mais après, toi ça t'impacte pas, tu comprends, parce que toi tu fais ce que tu veux. Si eux ils veulent faire ça et que toi tu veux faire ça, en quoi ça t'impacte ? Bien sûr que si, ça m'impacte, parce qu'en fait je fais partie d'une chaîne, et cette chaîne elle s'appelle l'humanité. Et donc ce qui est fait d'un côté va profiter ou au contraire être préjudiciable pour un autre. Et justement, ce que je reproche à cette société, c'est d'avoir fait un tel individualisme qu'en fait l'objectif c'est d'atomiser l'homme. Parce que si l'homme est devenu atomisé, c'est-à-dire on lui coupe sa relation, à la fois sa relation verticale et sa relation horizontale, eh ben, il devient un espèce d'être atomisé. Et comme l'homme, en fait, eh ben, il est fragile par le fait qu'il est homme. Dans son humanité, il est forcément... on est tous un peu faibles et fragiles parce qu'on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas s'auto... Enfin, on ne peut pas être complètement autonome, en fait. On a besoin les uns des autres. On est dans une chaîne, donc on a besoin les uns des autres. Et bien, à partir de ce moment-là, s'il est complètement atomisé, de qui il dépend ? Eh bien, il va dépendre du pouvoir. Mais c'est super, il dépend du pouvoir. Donc le pouvoir va pouvoir en faire ce qu'il veut. Voilà. Mais on reviendra tout à l'heure sur ces questions extrêmement importantes qui me valent l'accusation d'être luciférien. Il faudra qu'on en reparle, parce que comme je suis un peu dérangée d'être avec un luciférien. J'ai pas peur. Vous n'avez pas répondu à la question. Les autres composantes du mariage de la manif pour tous réagissent comment ? Mais mal. Découvrent qu'il y a des désobéissants parmi eux. Mais mal. Voilà, mal. La réponse c'est mal. C'est-à-dire ? Parce qu'il y a cette histoire où à un moment donné, il y a eu un débordement dans une manifestation. Non, mais le débordement, alors il n'y a pas de débordement en fait. C'est comme aujourd'hui, en fait, alors là je vais me faire mal voir, désolé, donc je ne ménage pas la chèvre et le chou. Enfin, elle se lâche. Elle se lâche. Non, mais c'est pas du tout, il n'y a pas des débordements à l'intérieur de la manif pour tous. C'est l'extérieur, on voit bien, on connaît ça par cœur aujourd'hui. On connaît ça par cœur quand on veut décrédibiliser un mouvement. On fait venir des éléments violents externes, on les fait rentrer à l'intérieur du mouvement, ils peuvent casser 3-4 trucs, envoyer 4-5 canettes, ils reviennent dans les rangs, moi j'ai vu, alors je vais le dire, j'ai vu des membres de la police, rentrer dans le mouvement, en enlevant le brassard, repartir, et puis quand ils avaient envoyé leurs 4-5 canettes, alors évidemment ils ne pouvaient pas être extrêmement violents parce que nous étions tellement peu violents qu'envoyer une canette c'était déjà de la violence, d'accord ? Donc ils envoyaient leur truc, et puis après ils recouraient dans leur rang, ils renfilaient leur brassard de police. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des policiers infiltrer le mouvement et repartir. Oui, mais bien sûr que je l'ai vu, et je ne suis pas du tout la seule à l'avoir vu. Donc, et après ils ressortent, ils repartent, ils disent mais vous avez vu ça, c'était des violents, et puis il y a eu des débordements. Mais on connaît ça par cœur, ça se fait. Enfin, me dire,
le pire, enfin ce qui m'agace, c'est qu'il y en a qui y croient encore, quoi. Écoute, ce que vous voulez que je fasse? Alors, tapez pas sur mon micro, vous allez casser le son. Je le mets là, parce que je vais faire n'importe quoi avec le son. Mais concrètement, quand même, dans ce mouvement, est-ce que... parce que je me souviens d'une affaire de manifestants, d'ailleurs, je crois, russes, qui avaient été arrêtés, menacés d'être envoyés en Russie si elles ne livraient pas la liste des noms, des membres du mouvement, etc. Est-ce que ce mouvement a été très infiltré par la police? Est-ce qu'il a été très surveillé? Est-ce que vous-même, moi, très vous avez été victime de surveillance particulière? Oui. Non, mais oui, très. Mais ce mouvement a été très surveillé. Je pense que ce mouvement a été à un moment donné infiltré, mais c'était pas depuis le départ en fait. C'était ce mouvement a été infiltré. Oui, non, mais ça c'est absolument évident. Ce mouvement a été contrôlé. Et d'ailleurs, du coup. Ça veut dire quoi qu'il a été contrôlé? Il a été contrôlé. Elle va finir par parler, je vous assure. Non, mais qu'il a été contrôlé, ça veut dire qu'en fait, je pense que quand on démarre un mouvement de résistance comme ça, il faut se demander, la première chose à se demander, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. D'accord ? Si on n'est pas prêt à aller, à mettre sa peau au bout de ses idées, voilà. Si on n'est pas prêt à se mettre sa peau au bout de ses idées, c'est-à-dire se dire coûte que coûte, j'ai pas une obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens. Mais j'y mets quoi ? C'est quoi les moyens que moi j'y mets ? D'accord ? Donc chacun y met ce qu'il peut y mettre. Chacun y met ce qu'il peut y mettre. Mais je pense qu'il faut se dire quel est mon maximum en fait, jusqu'où je suis prêt à aller. Mais je pense que c'est une question hyper importante à se poser au départ. Parce que oui, ça peut aller assez loin. Oui, vous avez été, je crois, vous avez passé une nuit sympathique dans un endroit... C'est anecdotique. Non, c'est peut-être anecdotique. Non, mais en fait... Mais je suis très souvent non, mais je vais vous dire... Je cherche la petite bête. C'est anecdotique et pas anecdotique. C'est-à-dire que vous, c'est anecdotique pour vous, mais pour d'autres, c'est infranchissable. Et je vais jamais juger ceux pour qui c'est infranchissable. Et bravo que pour vous ce soit anecdotique, mais parce que c'est vous. Donc ce que je veux simplement dire par là, c'est que ce qui me semble très important, c'est de se dire jusqu'où, là en l'occurrence, c'est jusqu'où moi, Béatrice, je suis prête à aller. Que tel ou tel du mouvement se dise jusqu'où je suis prêt à aller. Mais quand on démarre un mouvement comme ça, ou une résistance, je pense que c'est vraiment important de se le dire. Parce que c'est ça qui fait que... Qu'est-ce que c'est une opposition contrôlée ? Pour revenir à la question, j'ai un peu, divergé, mais c'est pas tant que ça. On peut dire ça comme ça. Comme non, il paraît qu'il ne faut pas que je bouge. Il ne faut surtout pas bouger. Donc je ne peux pas frétiller. Sinon, ça change le cadrage. Après, je me fais engueuler par les gens qui me disent c'est nul, c'est le son est mauvais. Bon, et si c'est nul, c'est pas lui, c'est moi. Bon, alors, l'opposition contrôlée. Donc, l'opposition contrôlée. Non, mais donc, ce que je pense, c'est qu'il faut il faut se poser ces questions parce que sinon, on n'est pas à l'abri de se faire contrôler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire « Ouh là là, ça me dépasse. Ouh là là, ils sont 1 million. Ouh là là, je commence à être suivie parce que moi j'ai été suivie. Enfin, je pourrais vous raconter Suivie, ça veut dire quoi ? Suivie physiquement. Par des gens qui se montraient, qui étaient identifiables, comme des suiveurs. Mais qui étaient non seulement identifiables, mais qui se sont adressés à moi, etc. Donc c'est pas par exemple, un jour, j'ai pas eu le droit de me garer à un endroit parce que c'était pas très loin du ministère de la Défense, et qu'il devait y avoir une réunion, je sais pas quoi, et que du coup, moi, j'avais une autre réunion dans un café ailleurs. Et que du coup, il y a un gars de la préfecture qui est venu me dire que j'avais pas le droit, qui me suivait, qui est venu me dire non, vous n'avez pas le droit de vous garer en voiture à cet endroit-là. Donc j'étais me garer un peu plus loin, sinon je me suis dit que j'allais me faire crever les pneus, c'est pas le temps. Mais enfin, tout ça pour revenir à ça, c'est que... Ça vous a intimidé ? Mais non. Peut-être qu'aujourd'hui ça m'intimiderait, j'en sais rien. Je pense que chaque jour est différent et qu'il ne faut pas être présomptueux, vraiment pas être présomptueux. Ce que j'ai fait à l'époque, parce que j'ai fait des choses, j'ai même fait une grève de la faim, enfin bref. Un jeûne spirituel, paraît-il. Un jeûne spirituel, exact. On pourra en reparler. Mais ça équivaut à une grève. Ça équivaut, ça veut dire que pendant 8 jours, je n'ai bu que de l'eau.
Et j'ai couché dans un camion, j'étais devant l'Assemblée nationale toute la journée. Ça a été assez dur. Vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu, je ne sais plus, 3-4 kilos, je pense, en une semaine. Ce qui n'est pas énorme non plus. Hein. Organiser des stages. Non, mais il y a des gens qui font des jeûnes. Non, mais ce qui était très difficile, là, c'est qu'il faisait très très froid, parce que c'était en février. Fin janvier, début février. Il fait 20, ouais, c'est ça. Et qui faisait extrêmement froid et que je ne pouvais pas me réchauffer parce que la nuit, en fait, je dormais dans un camion et que du coup, il faisait froid aussi. Enfin bref, donc peu importe. Tout ça pour dire que je ne sais pas, aujourd'hui, je me repose la question de savoir si je serais capable de le faire. En fait, je ne dis même pas oui, je n'en sais strictement rien. Ce que je veux dire, c'est que quand on est lancé dans un combat, il faut se poser la question au départ de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Et moi, je porte aucun jugement sur ceux qui sont capables de faire peu. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire son petit pas de côté, sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà. Et que si on n'est pas capable de sortir de sa zone de confort, je ne le juge absolument pas. Je dis alors quel est le combat que je peux mener. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand on commence un combat, en fait, à un moment donné, d'avoir peur. Je le comprends, hein, mais c'est juste qu'il faut quand même se poser la question avant, quoi. Et je vais quand même vous poser la question, là, parce que vous faites la cato qui ne veut pas répondre. Je fais la cato qui ne veut pas répondre. Non, mais je dois bien, de temps en temps, des petits pics à mes lecteurs cato qui ne m'ont pas ménagé, mais je les aime bien. Pourquoi vous dites que le mouvement de la manif pour tous a été un mouvement contrôlé? Eh ben, c'est un mouvement contrôlé parce que on est resté dans un cadre contrôlé, dans un cadre très précis en fait. Contrôlé parce que quand Manuel Valls demandait d'arrêter à 6h, à 6h moins 5, tout le monde avait terminé. Parce que tout était hyper organisé. Alors je comprends que les manifestations doivent être organisées avec la préfecture de police, etc. Je dis pas le contraire. Mais que tout était organisé au cordeau et que voilà, et que donc le cadre était extrêmement précis. Je ne reproche pas ça. Je dis que il faut aussi qu'il y ait, si on quel est le but poursuivi? Quel est le but poursuivi? Eh ben, le but poursuivi, c'était pas que la manif soit impeccable, c'était que la loi ne soit pas votée. Voilà. Est-ce que vous pensez que avec de la désobéissance, la loi n'aurait pas été votée? On ne peut pas refaire l'histoire, mais je pense que c'est pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, il y a eu un mouvement qui s'est appelé les Bonnets Rouges. Mmh. Les Bretons. Ouais, les Bretons. Vive les Bretons. Eh bien, alors, il y a peut-être des cathos bretons là, ça va être. Probablement. C'est plus facile de trouver des cathos bretons que des bretons pas cathos. Celle-là aussi, elle est faite. Je vais encore me faire engueuler par là. Mais j'aime bien les bretons et les bretonnes. Ouais. Même si c'est pas réciproque. Donc, les Bonnets Rouges. Les Bonnets Rouges, ils ont obtenu satisfaction. Ils étaient 3000, vous vous souvenez? Ils ont basculé dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'ils ont démonté des biens publics. Oui, c'est pas bien, c'est très mal. C'est extrêmement mal, très très mal. Pour une catho, c'est insupportable. Bon, je redis que le mouvement Restez Libre, le courrier des stratèges, promeuvent la légalité et la non-violence. Parce que j'ai pas dit le contraire. Hein. Ça réduira de moitié mes passages à la police judiciaire. Béatrice, on a parlé à juste titre de l'entourage, du contexte politique de ce mouvement de la manif pour tous du printemps français. Sur le fond, réexpliquez-nous ce qui vous gêne dans le mariage gay. Alors, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a certains qui ont une vision de la société qui est d'arriver dans un nouvel gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial, avec le transhumanisme. Donc pour ça, c'est une vision où il faut que l'homme soit atomisé, déraciné. Une façon de le déraciner et de lui faire perdre tous ses repères, c'est de s'attaquer à la famille.
Parce que la famille, c'est le premier socle de solidarité, c'est le premier socle qui va apprendre à l'enfant à se construire, etc., etc. Et donc ça, il faut... Parfois. Non, mais Pas toujours. Non, n'empêche que ça n'empêche que le regard. On va dire que la famille, c'est le premier socle. Je suis d'accord, mais on ne va pas faire d'exception, on ne va pas en faire la règle. D'accord ? Donc, on parle d'une vision là. On ne parle pas de cas particuliers. On parle d'une vision. Et donc, enlever les repères et enlever l'identité va permettre de faire un homme ou une femme, enfin un être humain qui va être sorti sorti de son identité en fait. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que la suite logique, c'est tout ce qui concerne la sexualité, l'identité de genre, etc. Et qu'on voit bien que, alors c'est pas politiquement correct, mais enfin ça n'empêche qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui sont déboussolés. Enfin, on le voit bien, d'ailleurs le taux de suicide chez les jeunes a augmenté de façon absolument considérable. Donc on peut toujours fermer les yeux et dire que ça n'a rien à voir, mais moi personnellement, et puis je le pense et donc je le dis, les enfants sont de plus en plus déboussolés et je pense et je dis que l'histoire de tout ce qui est déracinement de la famille, déracinement de son identité de genre sexuel, etc., est déboussolant. Voilà. Eh bien, le mariage, enfin la loi Taubira, en l'occurrence, permettait le mariage et l'adoption dans la foulée, et que ça enlève l'identité, ça donne une autre identité, et qu'à partir de ce moment-là, c'est un morceau du fameux grand patchwork qui nous permet d'arriver à ce nouvel ordre mondial et au transhumanisme. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans l'expression « nouvel ordre mondial » ? Eh bien, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, un nouvel ordre mondial, ça va être que le fond du fond, c'est qu'en fait, c'est l'homme qui va créer l'homme. Voilà. Et donc, on est dans une société, c'est même pas une question de civilisation. D'ailleurs, on est une société qui va être radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Voilà, et moi là-dessus... Je vais quand même vous taquiner, parce que allez-y. C'est un vrai sujet de fond pour le coup. On voit bien que Greta Thunberg, blabla, réchauffement climatique, etc., antispécisme, maltraitance animale, on voit bien qu'en réalité, ce qui est contesté aujourd'hui, c'est pas... ce qui est en débat, c'est pas la place de l'homme dans la création, c'est la place de la nature. Et au fond, on assiste à un grand remplacement de Dieu par Pachamama. Mais vous ne me taquinez pas du tout, parce que je suis tout à fait... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc le sujet, c'est pas l'individualisme. Le sujet, c'est qu'on nous explique qu'au fond, la place, que l'homme n'occupe plus de place particulière dans la création. Ce qui a fait le catholicisme ou le christianisme, c'est que finalement, l'homme était la créature choisie par Dieu pour occuper une place spéciale dans la création. Ce qui est contesté aujourd'hui, c'est cette place spéciale. Exactement. Et moi, je suis absolument pas d'accord. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'individualisme. Ah mais si, ça a tout à voir avec l'individualisme en fait. Ça a tout à voir parce que justement, pour arriver à faire rentrer ce type d'idée en disant que finalement l'homme est un... Et d'ailleurs, l'homme est inférieur à l'animal. Non mais... L'homme est inférieur à l'animal. Et en fait, on va dire il faut sauver la planète. Mais on ne vous entend jamais dire il faut sauver l'homme. Il faut tuer l'homme pour sauver la planète. Mais la planète, elle va avoir quoi ? Elle va être composée de qui ? Elle va être composée d'animaux. Mais j'aime beaucoup les animaux. Et il n'y aura plus d'hommes, en fait. D'ailleurs, il n'y aura plus d'hommes, puisqu'en plus, on va l'empêcher de respirer. Puisqu'en fait, on va même supprimer ce qui est indispensable à lui, c'est-à-dire le CO2. Et à la nature aussi. Donc en fait, là... On voit très bien que l'objectif, c'est de tuer l'homme. Voilà. Et bien moi, je ne suis absolument pas d'accord. Et pour arriver à tuer l'homme, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le réduire à rien.
Et donc, pour le réduire à rien, il faut lui faire perdre son identité, il faut lui faire perdre tous ses repères. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, on va mettre à l'honneur des Greta Thunberg, etc., manipulés. Vous parliez d'opposition contrôlée ou autre. Moi, je dirais même d'une opposition fabriquée. D'accord ? Donc, je pense qu'en effet, il y a des personnes qui sont suscitées. C'est une opposition suscitée. Une opposition suscitée avec des êtres fabriqués. D'accord ? Pour être dans cette opposition suscitée. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à ces fins-là, il faut que l'homme n'ait plus de liberté de penser. Et donc, on va l'abrutir avec du bruit absolument sans arrêt, avec des idées, avec la télévision, des idées, des publicités, enfin tout. Bref, tout est fait pour que l'homme ne soit plus capable de penser par lui-même. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on arrive à lui faire croire que l'homme n'a plus d'importance et qu'en fait, il faut commencer par sauver la planète, il faut commencer par... il faut trier ses déchets, j'ai rien contre, mais je veux dire, mais c'est devenu... En fait, on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous, mais pour être dans un monde de fous et que les gens acceptent d'être pris, d'être dans ce monde de fous, il faut qu'ils soient fous eux-mêmes. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lui retire tout ce qui fait que, en fait, il est homme, droit, vertical, responsable, etc. Donc, on va le déresponsabiliser de tout. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Faites-vous piquer, faites-vous truc, faites-vous machin. La dernière, alors, je suis pas une alcoolique, et voilà, je sais que ça peut être d'ailleurs un drame. Ok. La dernière publicité que je vois, une des dernières là, en allant au cinéma récemment, c'est des gens qui souhaitent la bonne année en choquant leur verre d'alcool, d'accord ? Et la fin de la publicité, c'est « Vous trouvez pas curieux qu'on se souhaite une bonne année en buvant des verres d'alcool ou en voilà ? Parce que vous savez que l'alcool, c'est très mauvais pour la santé. » Non mais j'ai envie de prendre mon verre que je n'avais pas et de voilà. Avant. Non mais je trouve ça insupportable. Voilà. Oui, mais alors, je vais quand même vous taquiner, parce que je sens que vous êtes bien dans la montée en température. Combien de cathos pensent comme vous ? Je ne sais pas. Combien de divisions, c'est ça que vous dites ? Non, mais si j'écoute le pape François, par exemple, j'ai quand même le sentiment qu'il ne partage pas. Vous n'êtes pas complètement sur la même ligne. Mais vous voyez, on n'est pas tous des clones chez les cathos, mais c'est merveilleux, merveilleux. On n'est pas tous des clones. De l'institution, aujourd'hui, l'Église de France, elle n'est pas très allante sur les thèmes que... Comment ils avaient d'ailleurs réagi, vos positions sur le mariage? De quoi l'Église de France, les évêques, la conférence des évêques? Je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Comment ils avaient réagi? Moi, j'en sais rien. Ils avaient sorti un livret quand même. Oui, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'institution catholique soit particulièrement combative sur la question de la création, puisque c'est ça. Moi, je ne partage pas l'idée que Dieu a créé le monde, mais on ne peut pas dire que l'Église soit beaucoup plus combative que moi sur le sujet. Moi, je ne suis pas catho, donc ça peut se comprendre, mais quand je vois l'Église de France, je n'ai pas l'impression qu'elle défende beaucoup le catholicisme. Elle défend le catholicisme à sa façon. C'est-à-dire c'est la sienne. Non, mais c'est la sienne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chez les catholiques, on n'est pas tous des clones. Je pense qu'il y en a il y en a énormément qui pensent comme moi. Maintenant, pas tous. Je sais pas. Moi, je ne parle pas au nom de l'Église, à vrai dire. Vous allez à l'Église chaque semaine, par exemple, à la messe. Mais oui. Mais est-ce que votre curé incarne vos idées, ou est-ce que vous partagez sa conception? Oui, mon curé, oui. Mon curé, oui. Maintenant, à titre individuel, moi, je ne peux pas parler au nom d'une institution que je ne représente pas. Moi, je suis catholique parce que j'ai une foi à démonter les montagnes. Et donc, je parle en mon nom en tant que catholique, mais je ne peux pas parler au nom d'une institution dont je ne fais pas partie. Je ne suis pas membre d'une institution. Enfin, je veux dire, je ne suis pas dans le clergé. Donc, inviter un prêtre. On va finir par le convertir, en fait.
Non, mais moi, j'aime beaucoup l'Église, même si comment est-ce que vous pensez que le Covid a été, la gestion du Covid, les discours, le narratif du Covid ont été des moments, des étapes vers le transhumanisme? Ah bah oui. Je pense que le Covid a été une étape vers le transhumanisme. D'abord parce que, en fait, pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est l'histoire le vaccin, voilà, d'accord. Ça c'est physio. Non, mais ça c'est physiologique parce qu'il y a un truc psychologique. En fait, il y a deux choses. C'est pour ça que je vais distinguer les deux choses. Je n'ai pas réfléchi là, donc maintenant je le dis comme ça me vient. Je pense en effet que dans les fameuses injections, je demande à voir. Je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas m'avancer sur des trucs, mais je me renseigne énormément et donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin, non pas parce que je ne le souhaite pas, mais c'est parce que juste je ne veux pas être prise à défaut. Je ne suis pas scientifique spécialiste du vaccin, mais en revanche je me renseigne énormément et je ne suis pas du tout tranquille avec ce qu'il y a à l'intérieur de ces injections, d'autant que aujourd'hui on en fabrique encore d'autres, si j'ai bien compris, qu'il y a beaucoup d'argent derrière, Bill Gates se répand sur le sujet, donc moi je ne fais qu'écouter et je vois qu'il y a des choses qui me mettent mal à l'aise derrière ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, on a été dans un maniement, une manipulation de foule psychologique, une espèce d'hypnose collective, qui ça nous emmène au transhumanisme, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on dit aux gens, on manie les gens par la peur, en fait, parce que c'est exactement ce qui se passe, on manie les gens par la peur, on les tient par la peur, et le Covid, ça a été absolument une opportunité, je sais pas, ou création, j'en sais rien, là encore je ne sais pas trop, absolument formidable pour manipuler les masses. Et donc, quand on manipule les masses, et en particulier par la peur, on les fait rentrer là où on veut qu'ils rentrent. Voilà. Et donc, oui, le Covid a été une opportunité formidable vers le transhumanisme pour ces deux raisons-là. Quelle solution, est-ce que, je vais le présenter autrement, est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? Non. Pourquoi? Parce que, d'abord, on a bien vu l'histoire du forum économique, le Davos, là. On sent bien qu'ils sont inquiets, donc on sent bien qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de gagner, qu'ils pensaient nous faire rentrer par le trou d'une aiguille, dans la seringue, et qu'en fait... Le chat. Le chat d'une aiguille. Le chat, mais c'est le chat. Voyons. Et que donc, en fait, ils ont beaucoup plus de mal. Et que ces histoires de réseaux sociaux et tout ça, qu'ils ont un peu fait pour eux, le Facebook, Zuckerberg, etc. Ils se sont dit que ça allait être un outil formidable. Et oui, c'est un outil formidable, mais c'est aussi un outil formidable pour arriver à connaître, à savoir les choses en fait. Et donc, et d'ailleurs, on le voit bien puisque ils sont tellement inquiets que maintenant ils veulent pondre des lois qui nous empêchent de nous exprimer. Et donc qui pénalisent tout, criminalisent tout, etc. Et donc ça veut donc bien dire qu'ils sont inquiets. Et si eux sont inquiets, moi ça me réjouit. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ? Je pense qu'on va vers un moment qui va être extrêmement difficile et qu'il faudra avoir beaucoup de courage pour résister à ce qui va arriver. C'est-à-dire, c'est quoi un moment difficile ? Un moment difficile, ça veut dire que de plus en plus, on va nous empêcher de parler, de penser, etc. Que les lois vont être de plus en plus difficiles, que d'un point de vue économique, on voit bien aussi que on est vers la pente descendante, que quand on est un peu plus fragile économiquement, on a peut-être tendance à être... c'est difficile, voilà. Donc c'est pas évident d'avoir encore la niaque. Et que donc on se prépare là, je pense, un peu de chaos.
c'est pas très grave en fait. Parce qu'après, on va vers une société qui sera meilleure. Donc, je pense qu'il va falloir s'accrocher au bastingage, mais que ce sera juste une question de temps. Est-ce que s'accrocher au bastingage, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, une attitude de résistance, de clandestinité, de prise de risque? Oui, alors, résistance, clandestinité, prise de risque sont 3 mots qui me vont bien. Maintenant, le comment, d'abord, si c'est de la résistance de la clandestinité, bah, ça veut dire que c'est de la clandestinité, d'accord. Donc voilà, et que le comment, je ne sais pas trop, voilà. Voilà, le comment, je ne sais pas trop. Maintenant, ce que je vois, c'est que dans chaque province s'organisent des choses. Et s'organisent vraiment des choses, voilà. Et que il va falloir, ce que j'aime, en fait, moi je trouve qu'il y a une chose que j'aime, je vais vous le dire franchement, c'est que justement, aujourd'hui, on nous a dit, on nous a atomisé, etc., vous dépendez du pouvoir. Et l'homme a un instinct de conservation. Et ça, j'aime, moi. Maintenant, j'habite en province. Je vois ce qui se passe en province. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, l'instinct de survie de l'homme fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir ses voisins, à droite, à gauche, etc. Et donc, il se passe en province une espèce de capillarité, en fait, on pourrait dire ça comme ça, enfin des réseaux souterrains, en fait, souterrains au sens horizontaux. En fait, je ne veux pas dire des réseaux souterrains, je veux dire plutôt comme des ruisseaux, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire en fait tout ça, liquide. Voilà, un mouvement liquide, mais où en fait ça se passe par capillarité, voilà, et ça c'est l'instinct de survie de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait ce côté horizontal, c'est-à-dire je vais être solidaire avec mon voisin, je vais aller voir ce qui se passe, je vais voir en cas de crise économique forte, qu'est-ce qui vend, système de troc, comment est-ce qu'on va pouvoir échanger nos savoir-faire, Ce que nous les libertariens appelons l'ordre spontané. L'ordre spontané, c'est ça. Oui, ok. Je vais me pencher. Oui, on va voir. On en reparlera. Ça marche beaucoup mieux que Jésus. Non, pas possible. Impossible. Absolument impossible. Ça peut être des pâles copies. Je ne dis pas le contraire, mais ça restera pas. Des suaires. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est vraiment important. Quand je disais s'accrocher au bastingage, eh ben voilà, mais c'est qu'en fait, c'est s'accrocher au bastingage et en fait, on revient à ce qu'on n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire la base en fait. Et c'est ça qui va changer le monde. Ce que Restez Libre, l'association qui est sœur ou cousine du Courrier des Stratèges, préconise, c'est l'anti-putsch. C'est-à-dire l'idée qu'il faut organiser dès maintenant des réseaux qui seront des réseaux de clandestinité de demain. Est-ce que c'est un... Ça me va très bien, ça. Pourquoi ? Parce que ça a un côté très, très libéral, l'anti-putsch. Très individualiste. Alors moi, non. Pour moi, c'est le contraire. Pourquoi individualiste? En quoi individualiste? Enfin, pardon, c'est pas moi qui pose des questions, mais je pose quand même celle-là. En quoi individualiste? C'est individualiste parce qu'au fond, nous, ce que nous disons, c'est qu'une société fonctionne mieux sans État ou avec un État réduit au minimum, donc avec le moins d'ordre vertical possible et le plus de relations individuelles possibles. Mais c'est très chrétien ce que vous dites là. Alors expliquez-nous. Chez les chrétiens, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la subsidiarité. C'est exactement, et il n'y a rien de plus chrétien que la subsidiarité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faire au maximum ce qu'on peut faire au niveau le plus bas, c'est pas une question de bas au sens beau du terme d'ailleurs, hein, au niveau de la base, c'est faire le plus de choses qui est possible, et le dessus ne prend le relais que lorsque on n'est pas capable de le faire en dessous. Donc c'est d'ailleurs le contraire de la délégation, c'est la subsidiarité. Et c'est exactement ça. Vous voyez, choses en commun. Donc sur ces bons mots qui nous rappellent que finalement les chrétiens peuvent aussi être libertariens. Je ne sais pas.
je ne connais pas suffisamment. Mais en tout cas, les libertariens peuvent peut-être être ou se convertir. L'avantage des libertariens, c'est comme ils sont très tolérants, ils ne posent jamais la question aux gens de savoir s'ils croient en Dieu ou pas. Ah, d'accord. Sauf que c'est ce que vous avez fait. Bah oui, parce que alors, vous êtes une icône. C'est donc une exception. Bon, sur ces bons mots, merci Béatrice. Merci à vous. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ouais, d'en rester libre, c'est ça? D'en rester libre ou ailleurs. Ok, merci à vous.